podcast. Microfilm. Aujourd'hui, micro-événement aussi. Nous avons enfin la joie d'avoir avec nous André Téchiné, homme de la situation, puisque pour la deuxième fois consécutive, il représente, comme on dit pompeusement, la France au Festival de Cannes avec Le lieu du crime, donc il fait suite à Rendez-vous, qui l'année dernière déjà représentait la France. C'est un très beau film. On a beaucoup à se dire. Je ne sais pas si on va faire le tour au moins de toutes les choses qui sont dissibles à propos de ce film et à propos aussi de la place de plus en plus singulière d'André Téchiné dans le cinéma français. Alors, comme on dit paresseusement, très souvent, il y a un monde. Il y a vraiment un univers téchinien ou téchinéen, je ne sais pas. Le mot n'a pas encore été beaucoup utilisé, mais enfin ça va venir. Il y aura des études très très constantes, très obsessionnelles, qui revient par vagues, avec des choses récurrentes, et qui tournent autour des lieux où ça se passe, des lieux où il y a un secret, des portes qu'il faut ouvrir ou refermer derrière soi, des endroits qui sont intimes, qui sont cachés, qu'il faut trouver. Et le lieu du crime, le titre là est quasiment une sorte de... On ne peut pas mieux dire. C'est-à-dire que le film a comme titre Le lieu du crime. Et il me semble que tu organises tes films toujours à partir de quelques endroits fortement marqués, fortement lourds de menaces, je dirais pas symboliques, mais des lieux qui sont beaucoup plus que, disons, des repérages ou des lieux décoratifs ou des lieux pour faire joli ou pour rendre ça vraisemblable, qui sont déjà tout un film possible. Donc ça pose un peu la question, comment par exemple sur le lieu du crime tu fonctionnes avec les lieux, comment on trouve la maison, comment on trouve, et comment très très vite pour le spectateur au bout de 10 minutes, sans même savoir comment les lieux raccordent, sans même savoir comment ces choses-là sont proches les unes des autres, le tissu, la toile d'araignée, ce qui fait que ça va pouvoir s'accélérer, ça va pouvoir prendre de la vitesse, c'est évident. Enfin moi je parle là en tant que spectateur, déjà dans Rendez-vous et encore plus dans celui-là, la logistique, je dirais, des lieux, tous chargés, tous lourds, tous affectivement très forts, c'est donné. Ça vient à quel moment dans l'histoire, ça vient à quel moment dans le travail sur le film? C'est-à-dire que j'en ai pas une conscience évidemment très claire quand je rédige en tout cas le scénario, mais je sais que j'ai besoin effectivement de prendre appui sur sur une sorte d'espace et que cet espace d'une certaine façon il faut qu'il ait une relation avec ma vie intime, avec ma vie personnelle et s'il n'en a pas, je suis absolument perdu. Alors là, il s'agissait du Sud-Ouest, comme c'était le cas aussi pour Biarritz d'ailleurs dans l'Hôtel des Amériques, enfin pour la Mathillouette aussi. Et c'est vrai que le Sud-Ouest c'est un peu mon lieu comme ça d'origine, enfin biographique donc. Et j'ai besoin de partir de là pour simplement pouvoir inventer quelque chose. C'est-à-dire que j'ai besoin, puisque j'essaie de faire un cinéma de fiction. J'ai besoin en même temps que cette fiction prenne des racines, géographiques comme ça, dans un espace qui est chargé comme ça d'affect. Mais alors là, ça se précise au moment des repérages. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai été très perdu quand j'ai fait Les Sœurs Brontë. C'est sans doute le film qui pour moi était un peu le plus difficile à investir, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour les
pour les sœurs Brontë. J'avais lu beaucoup de documents puis leurs œuvres. J'avais très envie de faire un film, mais je me suis trouvé absolument paralysé quand je suis allé dans le nord de l'Angleterre, quand je suis allé dans le Yorkshire, parce que justement c'était une sorte d'espace qui était complètement nouveau, qui était complètement étranger, et j'avais le sentiment de ne pouvoir être qu'un touriste. Bon, et ça, je crois que ça a été pendant le film un combat douteux et difficile. Alors que là-bas, que ce soit à Biarritz où il m'est arrivé de passer des vacances, ou que ce soit à Haut-Villard, enfin c'est-à-dire l'endroit où a été tourné le lieu du crime, je me sens beaucoup plus familiarisé avec l'espace, et donc d'une certaine façon, c'est cette familiarité qui, je crois, me donne la possibilité de le rendre étrange. C'est-à-dire que c'est cette familiarité qui paradoxalement, ça se renverse complètement, et c'est comme si je pouvais, alors justement avec une équipe, avec une caméra, avec des acteurs, avec tout l'appareil, disons, du cinéma, cette familiarité, je peux la transposer, et puis ça devient, je sais pas, disons dans le meilleur des cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un monde, quoi, la construction d'une espèce de monde, d'imaginaire, comme ça, bon. Mais ce sont toujours, c'est plus ou moins des sortes de souvenirs, mais que je sais pas du tout de restituer. Ce sont au contraire des souvenirs que je réinvente complètement. Il y a aucun effort comme ça de retrouver des choses que j'ai connues. C'est au contraire un tremplin dont j'ai besoin pour prendre mon élan, et pour aller complètement vers autre chose, c'est-à-dire justement vers de la fiction, quoi. Et là, en fait, la fiction, c'est quoi ? C'est il y a des lieux qui te sont familiers, qui, du fait même que tu les connais comme familiers, dès que tu les filmes, deviennent pour toi étranges, et aussi pour les personnages d'ailleurs. Et puis ces lieux étranges, à un moment, deviennent carrément des pièges, sont ressentis ou même compris comme des pièges, et à la fin, il faut partir, ce qui est très très brièvement résumé, disons, le fil conducteur du lieu du crime, où il y a un enfant qui doit casser avec l'enfance, il y a Catherine Deneuve, donc il y a la mère de l'enfant qui doit échapper à la famille, et puis il y a même d'autres personnages dans le film, même secondaires qu'on voit peu, comme par exemple le père de Catherine Deneuve, qui à un moment a une grande scène en disant « Je n'ai jamais eu le courage de vous dire à quel point vous êtes con, et bon, je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. » Et d'ailleurs, il y a quelque chose de « je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins » qui est presque commun à tous tes films, et particulièrement à celui-là. Il se passe pour les personnages ce qui se passe aussi pour les lieux, c'est qu'ils sont habités par une révolte, par quelque chose à l'intérieur, un secret qu'on n'arrive pas vraiment ni à garder, ni à dire, et à un moment, il faut faire sauter les verrous. Absolument. Et même justement le personnage du grand-père, qui est apparemment, disons, le personnage le plus pacifique du film, il avoue dans une scène de crime, dans une scène de crise, pardon. Justement, c'est un aveu criminel, bien sûr, puisqu'il avoue que s'il ne tue pas les gens autour de lui, c'est qu'il est finalement disons tolérant pour ne pas être assassin, quoi. Il y a cette idée là. Oui. Est-ce qu'on peut quand même un petit peu dire le trajet des deux ou trois personnages au début? Donc je commence et puis tu prends en cours de route. Il y a un enfant sur un vélo, il y a une maison, une très belle campagne. Dans la maison, il y a une sorte de rôdeur, donc qui est joué par Stanzak, et ça commence par une sorte de contrat étrange entre le jeune homme et l'enfant, disant « j'ai besoin d'argent, il faut que tu m'en rapportes ». Et l'enfant, tout de suite, prend ce contrat extrêmement au sérieux, alors qu'il peut très bien prendre la fuite. Parce que c'est aussi sa manière à lui d'avoir un secret. Et à partir de là, il commence à chercher l'argent. C'est très compliqué, mais c'est très astucieux, puisque le temps qu'il prend pour trouver ce qui finalement sera 100 francs au bout du compte, qui est quand même très peu d'argent, on a le temps de comprendre tous les rapports familiaux. C'est-à-dire... les parents sont séparés, mais le père, qui est joué par Lanoux, veut garder une sorte de contrôle sur le garçon qui le hait, qui le refuse, qui vit avec sa mère, qui est un peu à côté de ses pompes, de l'aveu même des personnages du film, qui a ouvert un dancing, une sorte de boîte de nuit pas loin, qui flotte comme ça, de manière assez irréelle et très belle dans le film, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Et à partir donc de ce petit contrat avec le rôdeur, d'autres contrats se défont, parce que finalement, le film, c'est plein de contrats qui se défont. Par exemple, celui donc du rôdeur et de ses complices en cavale.
deux garçons et une femme, et puis après celui de Deneuve par rapport à sa famille, Absolument, et par rapport à sa mère, qui est jouée par Darieux. Oui, Donc ça, c'est... Oui, et d'ailleurs, par cette rupture de contrat, qu'ils se rejoignent. Enfin, je veux dire que c'est finalement, ce sont deux traîtres. J'entends aussi bien donc Vadek par rapport à son, on peut appeler ça milieu, que Catherine, enfin que le personnage joué par Catherine Deneuve par rapport justement à son univers familial. Même si ces deux milieux n'obéissent pas aux mêmes règles, bien sûr. Alors moi, il me semble qu'il y a une hésitation dans ce film, et peut-être dans tes films, c'est que d'un côté, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les personnages à un moment doivent en quelque sorte trahir ce milieu familier, ce milieu qui les protège plutôt, et c'est forcément une trahison, c'est forcément un acte dur, et ça leur donne le droit après de vivre en roue libre et éventuellement d'avoir une grande passion. Donc c'est une passion très romanesque de Catherine Deneuve pour ce jeune évadé de prison, qui ne débouche pas beaucoup dans le réel, parce que très vite tout se rabat sur eux et ça finit effectivement d'une manière un peu comme un fait divers, incompréhensible et un peu obscur. Donc d'un côté, il y aurait, disons, la rupture ou la révolte via la traîtrise, qui ferait deux catégories de gens, disons, les gens installés, les gens dans les maisons, dans les lieux, dans leurs lieux, avec leurs rites, et puis les gens qui revendiquent une certaine liberté. Et puis des fois, on a le sentiment que même les personnages un petit peu qui ne sont pas les personnages principaux, peut-être eux aussi ont une révolte, mais ils ne l'ont pas extériorisée, que peut-être il y a personne qui n'est pas révolté. Et je me demandais par exemple devant le personnage de Darieux, ce que tu pensais de ce personnage, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui représente réellement une sorte de bonne tenue dans la vie, on tient les apparences, on tient la famille, ou est-ce que c'est des gens qui ont survécu très longtemps à une velléité? Et j'ai le sentiment que tu aimerais quand même tous les entraîner, puis certains restent, et que c'est quand même pas manichéen, que tu n'as pas envie de jouer, disons, le message libertaire non. contre l'ordre social bourgeois, voilà. Alors on pourrait penser que c'est ça un peu. Non, je crois pas. Non, enfin, en tout cas, c'est pas vraiment ce que. Non, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Non, le personnage de Daniel Darieux, c'est un personnage comme ça assez autoritaire finalement, fait une sorte d'organisatrice comme ça de l'union familiale. Enfin bon, c'est un personnage qui veut coûte que coûte maintenir comme ça les liens d'une communauté qui est sur le point comme ça de se désagréger. Je veux dire, bon, mais je crois que son discours à la fin de la longue scène, comme ça, du repas de communion, est un discours de réconciliation, mais il a sans doute un caractère dérisoire, mais aussi un caractère pour moi pathétique et émouvant, je veux dire. Mais simplement, si tu veux, par rapport à cette question donc de la révolte, enfin. Pour moi, c'est un peu comme si les personnages naviguaient entre, disons, l'horreur et l'utopie. Je veux dire, bon, et d'une certaine façon, l'utopie de Daniel Darieux, c'est cette unité comme ça qu'elle essaie désespérément de maintenir coûte que coûte, quoi. Et je crois que l'utopie de sa fille, c'est l'utopie inverse. Enfin, on voit d'ailleurs, ça c'est toute la fin du film. Mais les deux sont impossibles. Je veux dire, ce sont finalement, comme toujours, des moyens d'échapper à l'horreur, quoi. Et c'est quoi l'horreur alors? L'horreur, c'est ce qui n'est pas l'utopie. Enfin, c'est-à-dire que l'horreur, c'est bon parce que c'est là aussi, c'est en termes disons de liberté que tout ça se pose. L'horreur, c'est de ne pas parvenir à un certain moment à se révolter contre la vie qu'on a menée, et puis c'est de toute façon le vent du dehors qui peut je sais pas souffler pour le meilleur et et souvent pour le pire, quoi. C'est de ne pas pouvoir s'ouvrir à ce vent, quoi. Oui, mais en même temps ce vent peut aussi balayer tout sur son passage. À la fin, effectivement, pour le personnage de Deneuve, moi je crois qu'il y a une espèce d'état d'apaisement. Mais en même temps, et puis un état justement de liberté, parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, disons qu'elle atteint le dehors, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle parvient à sortir d'elle-même, donc à aller jusqu'au bout comme ça de ce geste d'amour, puisque l'amour c'est un peu comme ça sortir de soi, mais en même temps, ça la conduit quand même en prison, quoi. Je veux dire, bon.
C'est drôle d'ailleurs parce que... C'est toujours l'histoire de la vraie vie, quoi. Elle est où la vraie vie? Voilà, oui, c'est ça. C'est toujours ça. C'est toujours, la vraie vie est ailleurs, mais alors là, ailleurs, c'est en dehors du décor. Parce qu'on a commencé par parler des lieux, parce que je pense que tu es un cinéaste qui capte admirablement comment un lieu peut être vivant. Et immédiatement, évidemment, l'histoire, c'est comment on peut échapper à un lieu. Et ça me rappelle les discussions cinéphiliques anciennes sur, disons, des gens comme Minelli ou Cukor, où on nous expliquait gravement que ce que Minelli réussissait de mieux dans le cinéma, c'était le décor, mais que ce qu'il racontait, c'était l'histoire de gens qui étaient à un moment bouffés par ce décor, et qui donc essayaient d'en sortir, mais dès qu'ils s'en sortaient, alors la danse aidait beaucoup dans le cinéma américain. On pouvait tout d'un coup flirter avec le décor sans être prisonnier de lui. Comme il n'y a plus de chorégraphie, quoi qu'il y en ait quand même pas mal, d'une certaine manière, dans ton cinéma, qui est une mise en mouvement, mais qui n'est plus une chorégraphie. En tout cas, la scène du repas de communion, je l'ai justement traitée sur un mode chorégraphique. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé d'ailleurs la valse de Strauss. De Strauss, oui. Si on laisse la porte fermée, c'est l'horreur du piège, et si on l'ouvre, c'est la tornade. C'est ça, oui. Oui, ça revient exactement à ça. Alors, il y a quelque chose de très fort et d'assez réussi dans ton film, et c'est pas la première fois, parce que tu avais tourné avec elle dans Hôtel des Amériques, c'est Catherine Deneuve. Bon, je pense que beaucoup de gens vont le dire, mais enfin, on aura au moins été les premiers. C'est... quand on voit Deneuve dans ce film, on est un peu accablé pour tous les rôles exsangues ou les rôles paresseux qu'elle a pu avoir, enfin, depuis les très grands rôles qu'elle a eus, hein, grâce à Buñuel, Polanski, et on a même le sentiment que tu captes quelque chose d'elle, réellement. Et c'est assez paradoxal, puisque c'est elle qui a amené à se révolter. Donc comment que ça se passe concrètement avec Deneuve? Elle fait absolument confiance au rôle, ou elle perçoit ça, elle pense que c'est bien pour elle, ou ça ne ressemble pas à ce qu'elle joue? Comment on amène une star reconnue à jouer le rôle de quelqu'un qui se révolte entre le bovarisme et quoi qu'il en soit, on y va. D'abord, ça s'était très bien passé sur Hôtel des Amériques, parce que peut-être que ça c'est la perversité de Catherine Deneuve, ça je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, enfin c'est aussi le privilège de notre relation, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai senti dans Hôtel des Amériques, c'est que justement, elle prenait un grand plaisir à tourner et à faire un film, peut-être pas contre, mais en tout cas en retrait, à côté du star system et à côté de son image de marque. Bon, et qu'elle prenait presque un plaisir enfantin, justement, à oublier à oublier cette image de marque et à oublier tout ce qui, disons, tout ce qui l'entoure normalement. Bon. Et alors, mais ça, je ne sais pas si, à quoi le rattacher. Bon. Mais en même temps, j'avais le sentiment que quand j'écrivais quand j'écrivais par exemple aussi, les deux personnages pour Deneuve, qu'il n'y avait pas de limite, c'est-à-dire que je pouvais lui faire des choses très 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 différentes. Moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est que finalement, elle a une sorte d'apparence comme ça lisse, comme une espèce de feuille blanche, et c'est un peu une raison pour mettre sur cette feuille blanche les signes qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que elle ne psychologise rien de ce qu'elle a joué. Je crois que c'est pas une actrice qui prépare ce qu'elle a à faire. Elle a pas du tout une mentalité comme ça de bosseuse. Elle n'a pas en plus de technique. C'est pas quelqu'un qui a une formation théâtrale, et ça, à mes yeux, en tout cas, ça a une très très grande importance. C'est important. C'est quelqu'un qui vient directement du cinéma. C'est quelqu'un qui est exclu. Enfin, c'est un produit du cinéma. D'émanation de la lumière. Enfin, Voilà. quelqu'un qui est vraiment, elle est absolument destinée au cinéma, je trouve. Et justement, pour elle, ça se passe et ça se capte dans le présent de la prise, quoi. Je veux dire, bon. Et à ce moment-là, j'ai quand même le sentiment justement qu'elle s'abrite, ou qu'elle s'appuie, disons, elle s'appuie sur très peu de choses, elle s'abrite derrière peu de choses. Et comme justement elle n'a pas finalement, disons, de technique, tout à coup elle se livre comme une débutante. Elle exposée. Ah oui, tout à fait. Oui.
parce que elle a pas du tout un jeu, astucieux. Elle a pas vraiment une sorte de science qu'on peut rencontrer chez d'autres acteurs. Je veux dire, elle n'a pas ça du tout Deneuve. Et c'est pour ça que je trouvais finalement que bien que ce soit donc Catherine Deneuve avec le nom qu'elle porte, et bien que ce soit un inconnu qui ne connaissait rien au cinéma et qui était l'enfant, ils avaient tous les deux, pour moi en tout cas, la même, je dirais, virginité, quoi. Mais d'ailleurs, ça m'avait frappé dans Hôtel des Amériques, quelque chose qu'on n'avait pas vu chez elle depuis très longtemps, qui est que son image, telle que tout le monde la connaît, était là très souvent, mais il pouvait y avoir tout d'un coup un plan qui captait l'image soit en train de se défaire, soit en train de se faire. Et qu'on avait simultanément le masque officiel, disons, celui qu'elle a réussi auquel elle se conforme maintenant, et puis un peu avant, un peu après, des sortes d'indications de troubles, d'errance, de quelque chose d'un peu fou, d'un peu perdu, dont je m'étonnais d'ailleurs que les cinéastes ne fassent pas plus appel à ça quand ils la dirigent, puisque ça donne du coup par contre-coup à l'image officielle une vraie cohérence. C'est qu'on voit comment cette image se fait et se défait un petit peu comme un hologramme, disons, pour bien le voir, il faut être là, mais il y a juste un seul endroit. Mais si on fait un pas de côté, on voit un peu différemment, ou une anamorphose. Et je trouvais qu'il y avait une anamorphose du jeu de Catherine Deneuve dans Hôtel des Amériques qui se confirme complètement dans ce film, et qui va d'ailleurs aussi dans le sens de soit on se protège, soit on s'expose. Et il semble que tu sois toi aussi tiraillé entre filmer la protection en tant que telle et filmer l'aventure en tant que telle, mais très vite, à la suite. Mais oui, mais c'est justement le mouvement de balancier, c'est l'aller-retour, je veux dire, c'est justement le fait que ça bouge, enfin, c'est ce courant-là que j'essaierais plutôt, disons, à ce moment-là, de capter. Et d'ailleurs, dans Rendez-vous, ce mouvement de balancier finissait par se focaliser sur le théâtre, qui est l'endroit, par définition, où ce mouvement est normal. Oui, c'est ça. Et le théâtre, avec ce que ça comporte, par rapport au cinéma en tout cas, disons de mort, quoi, de royaume des morts. Parce que pour moi, justement, à la fin de Rendez-vous, quand elle était comme ça derrière la toile, avant donc d'entrer en scène, enfin sur le point, d'entrer en scène et de payer de sa personne, je veux dire, en même temps, pour moi, c'était pas du tout vers la vie qu'elle se dirigeait. C'était au contraire, elle était peut-être, enfin à ce moment-là, elle allait rejoindre Quentin. Je dirais, le fantôme. Ouais. C'était, elle avait accès au royaume des morts, ce qui est très, et je dirais pas ça pour le cinéma. Non. Si ça avait été une actrice de cinéma, ça aurait été très différent. Enfin, ça aurait pas été posé dans les mêmes termes. Bien sûr. J'aime beaucoup le théâtre, mais pas pas la théâtralité, ouais, en tout cas. Je crois que c'est quelque chose qu'on partage. Ce qu'il y a de vraiment très, très, très réussi dans tes films, et à mon avis de plus en plus, là on peut vraiment parler de maîtrise maintenant, c'est ce que j'appellerais la mise sur orbite des personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont fait un pas de côté, et ils vont être pris dans... ils sont un petit peu comme des satellites mis sur orbite, et ils vont se rencontrer évidemment, et ça va se compliquer parce qu'il y a des lois de la gravitation qui font que les orbites changent, que les satellites changent. Il y en a quelques-uns qui restent à l'extérieur. Là, on l'a vu dans le film, c'est l'Anneau d'Arieux. Mais on se dit qu'à la limite, le film serait sans fin parce que il pourrait, d'horreur en utopie, entraîner dans ce truc de gravitation universelle presque tout le monde. Absolument, mais parce que la seule chose finalement que j'ai envie de filmer, bien que je me le pose jamais évidemment en termes théoriques, je veux dire, c'est quand même les courants qui animent ces personnages. Bon, et ces courants, ce que j'aimerais parvenir, c'est à leur donner une dimension visuelle et sonore de plus en plus prégnante, enfin de plus en plus évidente. Mais je veux dire, mais les courants, ils ne cessent qu'avec la mort. Qu'avec la mort. Mais ce qui est très réussi, c'est que c'est un film où les gens bougent beaucoup, courent très très souvent, vont d'un endroit à un autre. On sait toujours entre quel et quel endroit ils vont, et chacun, disons,
court d'une manière très, très personnelle. Enfin, il n'y a pas deux corps, il n'y a pas deux façons de bouger, deux façons de prendre son élan, Non, ça, je suis de se mettre à ça. Même pour les petits. Enfin, justement, j'essaie aussi d'être attentif à ça pour les personnages qui ne sont pas les personnages du centre, quoi. Et même les personnages du centre, enfin, sont eux-mêmes déportés. C'est-à-dire que le film est quand même construit sur des interférences, quoi. Je veux dire, et même on peut dire sur des fronts multiples et sur des actions parallèles, quoi, avec des recoupements. Et ce qui se recoupe, ce sont évidemment les courants dont on parlait tout à l'heure, quoi. Mais j'aime bien cette idée de gravitation, d'une loi presque indifférente, presque astronomique, qui fait qu'une fois sorti de la maison, on est immédiatement pris par le courant de son propre rythme, de sa propre manière de marcher, de courir, et puis ça se mélange avec d'autres manières, et puis c'est presque sans fin, et ça m'amène d'ailleurs pas la critique, mais la légère interrogation que j'ai par rapport à la fin. Aussi bien Rendez-vous que celui-là, dont on avait déjà un petit peu parlé, c'est qu'à un moment, c'est tellement évident qu'il y a cette loi de la gravitation qui, finalement, déporte tout le monde vers l'utopie, vers la passion. Mais c'est finalement pas la passion amoureuse qui est la chose la plus forte chez Deneuve. C'est tout d'un coup l'obligation où elle est, comme quelqu'un qui conduit, qui dérape, de passer sur l'autre voie ou de courir le risque d'avoir un accident, de continuer dans ce mouvement qu'elle ne peut plus arrêter. Et il y a une contradiction entre cette mise en mouvement de tout le monde et puis il faut quand même finir le film. Et j'avais le sentiment que, bon, il y avait une fin, on va pas la dire, mais enfin il y a une fin qui est relativement logique, disons, en termes de réalisme, mais en termes de logique interne du film, elle n'est pas la fin de ce que tu as mis en branle. Elle est plutôt une sorte d'arrêt un peu obligé parce qu'il faut bien finir. Et que il doit y avoir une contradiction entre le goût de raconter une histoire qui doit quand même se terminer à une fin, et la fin doit non seulement boucler, mais également éclairer rétrospectivement tout ce qu'on a eu avant, et puis une fin qui, parce que à un moment, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ce serait vertigineux de continuer. Disons, c'est comme si dans Men Océan, pour prendre un film récent et magnifique, et quelqu'un qu'on a fait venir ici, Rosier disait, il faut absolument que je boucle mon quiproquo et que ce soit la seule vérité du film. Alors lui, il court un risque terrible qui est de continuer au-delà et lui aussi de faire graviter de plus en plus de gens. Et il y a un moment d'ailleurs dans Men Océan où tout personnage arrivant dans le plan, on se dit, celui-là peut être pris aussi dans le mouvement des autres. Et c'est complètement chorégraphique, mais comme les cinéastes français ne savent pas faire danser, réellement, ils font danser leurs personnages dans le récit, en les faisant bouger les uns autour des autres. Donc toi, c'est pas un problème pour toi, ce truc de la fin. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Non, enfin, la fin, c'est vrai qu'il faut pas trop la dévoiler. Mais non, ce que je crois, en tout cas, c'est que il y a chez ce personnage une sorte d'acharnement à ne pas être vaincu. Et en même temps, en termes de mouvement, comme tu disais tout à l'heure, si tu veux, je crois que d'une certaine façon, elle a épousé la cause de l'autre, enfin, et pour moi, épouser le mouvement de l'autre. C'est-à-dire que finalement, la relation, enfin, disons, fulgurante, comme ça, et impossible, qu'ils ont eue, elle n'est pas seulement physique, je dirais, elle est aussi un peu... c'est assez prétentieux de dire ça, mais tant pis. Oui, elle a quelque chose de métaphysique, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, à la fin, finalement, elle se retrouve dans l'espace de l'autre, enfin, qui est un évadé, quoi. On pourrait dire, on part de la maison, la petite cabane, on sort de la maison, on quitte un petit peu le social, on rentre dans un espace de grande gravitation, et au-delà commence l'espace intersidéral, où finalement on communie avec les morts, parce que dans Rendez-vous, c'était Quentin, qui est un fantôme, et là, comme tu dis, elle fait cause commune avec Stanzak, et quoi qu'il lui arrive... Ouais, c'est le dehors absolu. C'est le dehors absolu. C'est le dehors absolu. C'est la seule possibilité qu'elle a, et c'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'elle va jusqu'au bout de ça. C'est parce qu'elle sait qu'elle ne reviendra plus sur ses pas. Enfin, si tu veux, qu'elle ne reviendra plus en arrière. Je veux dire, bon. Et pour moi, c'est comme si elle atteignait le dehors, quoi. Oui, à ce moment-là, quelque chose comme le dehors. Enfin bon, la vraie vie, que sais-je. Enfin, je veux dire, bon.
Et bon, alors qu'elle se trouve dans une situation, je veux dire, au regard de la norme, peu enviable, parce que c'est un personnage qui peut passer pour qui peut être jugé fou, par exemple. Je veux dire, bon, ça c'est par des psychologues. Enfin bon. Il faut quand même parler un peu de Cannes. Ça fait donc 2 ans que tu représentes la France à Cannes. Quel effet ça fait? Quel effet ça fait? À vrai dire, Cannes, bon, ça tout le monde le sait, c'est un événement médiatique considérable. Donc c'est vrai que c'est une façon comme ça un peu tapageuse, enfin spectaculaire de parler d'un film. Donc ça, en termes disons de promotion, de lancement, il est évident que c'est pas négligeable, enfin que ça aide. Mais ça peut être parce que j'ai quand même eu plusieurs expériences cannoises, je veux dire, et il y a un côté qui tout double, je veux dire, bon, avec les sœurs Brontë par exemple à Cannes, ça a été un massacre, je veux dire, bon, et ça s'est quand même retourné contre le film. Bon, pour Rendez-vous, ça a été très très positif évidemment, et le film en a bénéficié. Donc c'est quand même toujours un risque, je veux dire, Cannes. Bon, il y a un grand risque, puisque moi je crois, l'histoire se répète pas. Et puis autrement, alors il y a Cannes, disons physiquement, Cannes personnellement. Bon, alors ça, effectivement, bon, je le fais à contre-cœur, mais j'essaie de le faire bien et je le fais quand même. Je veux dire, bon, mais on peut pas dire que j'ai vraiment le goût de ça. Je veux pas me défiler. Je présenterai mon film à Cannes. Ce que je voulais dire, c'est simplement d'être assez officiellement l'un des cinéastes français qui représente bien le cinéma français à Cannes, c'est-à-dire qui prend sur lui un peu le prestige, disons, de l'image de la France à Cannes, sans parler de est-ce que tu deviens cinéaste officiel ou est-ce que tu es récupéré, comme on aurait dit dans le temps. Mais c'est un petit peu ça quand même l'idée, c'est-à-dire ça ne peut pas ne pas changer même un peu l'image que tu as de toi par rapport à toi-même. Non, c'est vrai qu'il serait ridicule de prétendre que ça me fait pas plaisir. Bon, bien sûr. Mais et donc effectivement, ça me fait plaisir et puis ça me rassure et ça me donne confiance dans mon dans mon travail. Mais en même temps, il est nécessaire aussi pour moi, tu vois, d'opérer tout le temps une sorte de recul par rapport à ça, une sorte de formidable distance par rapport à ça, justement pour préserver mon propre travail. Je veux dire, en fait, ce qu'il y a de plus réjouissant pour moi, c'est que ça me donne la possibilité de faire des films à mon propre rythme, si tu veux. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup souffert, bon, sans apitoiement et sans attendrissement, je veux dire, mais pendant plusieurs années, parce que je ne parvenais pas à tourner, je veux dire, bon, j'allais voir différents producteurs et puis finalement bon, ça ne marchait pas. Alors je commençais à me poser des questions sur moi-même, je veux dire, forcément, bon. Donc avec Rendez-vous, j'ai eu la possibilité d'enchaîner, c'est-à-dire de faire un film tout de suite. Bon, et avec Le lieu du crime, je vais pouvoir aussi faire un autre film tout de suite après. Donc, d'une certaine façon, c'est tout ce que je demande, enfin tout ce que j'exige, je veux dire, bon, c'est déjà tout à fait considérable, quoi. Donc dans ce sens, c'est sûr que Cannes a été déterminant pour moi. Non, parce qu'il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que parmi les cinéastes de ta génération, donc des gens qui dépassent à peine 40 ans, il y a pas beaucoup, tu dois être l'un des très rares à non seulement avoir un talent qui n'est pas nié, mais à avoir le désir et l'envie de faire des films comme on en faisait dans le temps, des films romanesques qui racontent des histoires, et de les faire avec les acteurs les plus, y compris les plus stars, ou les plus cotés, ou les plus en vue, ou les plus difficiles à manier. Donc, Deneuve, ça se passe bien. Delon, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que tu avais un projet avec lui. Oui, ça fait partie des projets qui ont capoté, justement. Ça a capoté, mais ce que j'aime bien aussi, si tu veux, par rapport, bon, disons, au Star System, enfin, par rapport à des acteurs connus, c'est que je n'aimerais pas en tout cas faire un film sans mélanger des corps, disons, bon, et sans, enfin, un film avec seulement des vedettes, par exemple, j'aurais pas du tout envie de faire ça. Non, là, ce qui m'intéressait entre autres, je veux dire, beaucoup, c'était justement Deneuve d'un côté, et puis cet enfant qui était complètement parachuté comme ça dans le monde du cinéma qu'il ignorait entièrement, si tu veux, et c'était ça que j'aimais bien aussi, hein, je veux dire, et il y a des bien sûr que j'aime les acteurs très très connus,
mais enfin certains en tout cas, je veux dire, mais en même temps, j'aime aussi les débutants et j'aime aussi les inconnus et le cinéma dont je rêve en termes de casting, si tu veux. Donc idéalement, c'est justement un cinéma où des noms, des noms qui ont une valeur comme ça marchande, ne soient pas incompatibles avec des inconnus qui n'ont jamais rien fait. Parce que ça, je trouve alors que c'est justement pour une fois, disons, dialectique et qu'il y a une sorte de disons d'échange comme ça et d'enrichissement. Enfin bon, et que ça circule quand même à l'intérieur d'un plan et à l'intérieur d'une scène, quoi. Ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents mouvements. Qui sont dans les corps, qui sont stockés dans les corps et qu'il faut lâcher les uns après les autres. Mais même des acteurs qui sont justement réputés incompatibles. Enfin, moi, c'est ce que j'avais essayé de faire aussi avec Hôtel des Amériques en prenant des gens très éloignés de moi, enfin bon, des gens du café-théâtre aussi, par exemple, des gens comme Balasco ou Lavanant. J'aimais bien aussi dans Rendez-vous qu'il y ait des acteurs aussi différents que Lavanant, que Wiazemski, que Trintignant, et puis Vadek et Juliette qu'on n'avait jamais vu, qui avaient les rôles principaux. Ça, j'aime bien ce genre de mélange, quoi. Mais en même temps, c'est ce que tu décris, c'est les conditions normales de ce qu'a pu être le cinéma français à un moment, c'est-à-dire où l'existence de la star ne tétanisait pas ou n'éliminait pas au départ plein de petits rôles de débutants, etc. On dirait que tu fais revenir, malheureusement tu es un peu seul à le faire, le tissu normal de l'ancien cinéma normal, qui était que dans un film, il y avait des gens qui assuraient l'affiche, qui étaient très très gros, mais que aussi grâce à eux et protégés par eux, il y avait des gens qu'on voyait arriver, qu'on voyait venir, puis même y compris des gens non professionnels ou à peine, etc. Et à part quelques rares cinéastes, peut-être Piala sait le faire aussi assez bien, c'est-à-dire qu'il est également à l'aise avec des débutants et des grandes stars, on dirait que malheureusement, là aussi, l'étiquetage est de règle. Ça veut dire que les acteurs Maus tournent des budgets Maus avec soit des hommes, soit des yes-men qui font leurs caprices, soit quelques rares cinéastes qui les contrôlent. Et puis, les jeunes cinéastes sont préposés à tourner avec de jeunes acteurs. Et qu'il n'y a pas donc cette sorte, disons, d'inceste, mais là au sens le plus positif du terme, dont tes films sont de plus en plus le lieu. Des mésalliances, du crime, mais oui, tout à fait, le lieu. Et on s'étonne que ça n'arrive pas plus souvent, et on est très content que ça arrive chez toi, car visiblement ça rassure tout le monde. Je pense que ça rassure aussi Deneuve sur sa capacité à s'exposer dans un film sans aller au casse-pipe, sans faire un film comme ça par grandeur d'âme ou par goût du suicide. Et inversement, ça doit aussi rassurer un peu les gens moins connus. Il y a encore beaucoup à dire, parce que là on a parlé que du film, ce qui n'est que justice, parce que le film est d'actualité. En même temps, il y a en 3 minutes, on ne pourra pas simplement aborder le statut très spécial, je trouve, que tu as dans le cinéma français. Quelqu'un qui, peut-être le seul, qui est parti d'une vision assez cahier du cinéma, assez théorique, oui, tout à fait, oui. Donc quelqu'un de la famille, disons, et qui a eu à la fois pas le choix, parce que personne n'a le choix, mais qui a accepté très vite de souffrir s'il le fallait, je veux dire, en jouant les règles du jeu, même quand le jeu était déjà très décadent, qui était donc d'aller vers l'histoire, d'aller vers l'acteur, etc., et y compris d'y perdre donc des fois des plumes. Les Sœurs Brontë, effectivement, était un moment négatif. Et c'est la façon dont tu as, comme on dit, remonté la pente en gardant la même idée, qui est impressionnante. Et maintenant, tu as accumulé une vraie expérience de ça, qui manque terriblement à beaucoup de cinéastes qu'on connaît, qui sont des gens proches de nous, qu'on aime beaucoup, qui sont soit obligés de se consolider dans une sorte de statut très de forteresse, d'auteur absolument isolé, soit de tenter leur chance, comme on dit, avec des stars ou dans le commerce, mais qui n'ont jamais vraiment aimé ça, n'ont jamais appris ça et le font un peu à contre-cœur. Et ça te donne une position tout à fait unique. Tu es quasiment le seul trait d'union entre ces deux types de désirs-là, ou comme tu l'étais entre ces deux types d'acteurs, ou comme on disait au début, entre les maisons et la tornade. Tu as conscience de ça ou plus du tout ?
Non, j'ai pas vraiment. Honnêtement, non, j'ai pas vraiment conscience de ça. Ce qui se passe peut-être, c'est que, enfin, ça doit être une sorte de relative irresponsabilité comme ça et de courage en même temps, évidemment. Dans la mesure où, par exemple, quand je faisais les Sœurs Brontë, qui a été un échec, je pensais que je m'en tirerais toujours. Je pensais que je sais pas, je pensais sans doute aux cinéastes que j'admirais, puisque on est forcément, je veux dire, quand on fait des films, on travaille un peu comme ça sous une espèce de tutelle comme ça, un peu lointaine, un peu imaginaire. Je veux dire, bon, et je me disais que les cinéastes que j'admirais, ils n'avaient pas eu peur d'une certaine façon d'être confrontés au système, enfin, et même parfois d'être enfermés comme ça dans des carcans très très étroits, et que leur personnalité de cinéaste était suffisamment forte pour lutter contre les normes, je dirais, pour ne pas se laisser gagner par les normes. Donc pour les prendre à bras le corps. rapport de, oui, exactement, prendre le taureau par les cornes. Et c'est un peu comme ça ce que j'avais l'ambition de faire de mon côté aussi, quoi. Je veux dire, bon, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas quand même qu'on se sente trop fragile. Enfin, je parle comme ça sur le terrain du cinéma, évidemment, hein. Et qu'il faut pas avoir trop peur comme ça de certaines règles, enfin, qu'on peut très très bien se battre avec ça sans pour autant sombrer comme ça dans le standard ou dans la convention, quoi. Je veux dire, bon, Bien sûr. enfin, je pense entre autres évidemment à Moonfleet, je veux dire, et à Lang, enfin, où même le format scope lui était imposé puisqu'il détestait ça. Je veux dire, bon, Oui, oui. Enfin, Les serpents et les enterrements. L'émission est hélas finie. Tu as eu raison de prendre le taureau par les cornes, puisque le taureau est très beau et les cornes sont pas mal.